Bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir ici à la Sud de France Arena, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour traiter d'un sujet on ne peut plus d'actualité, que ce soit pour le mouvement sportif, pour les athlètes, pour les enfants, pour les parents, pour nous tous, et qui concerne la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Au préalable, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez scanner un petit QR code qui va vous permettre d'avoir les traductions anglais-français, français-anglais. Alors cette conférence, elle a plusieurs spécificités aujourd'hui. Elle s'inscrit d'abord dans une dimension européenne, à double titre. Elle est d'abord labellisée présidence française de l'Union européenne, mais surtout, elle constitue la première pierre à l'édifice d'un projet, soutenu par le think tank Sport et Citoyenneté d'ailleurs, un projet SAIES dont nous allons discuter tout à l'heure, donc qui est un projet européen porté notamment par la Fédération française des sports de glace et l'ISU, l'International Skating Union. C'est un projet donc qui porte sur la lutte contre les violences sexuelles dans les sports de glace et qui est un projet soutenu dans le cadre du dispositif Erasmus+, sur 3 ans, donc, qui va courir jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Cette conférence, elle a aussi une autre spécificité, c'est qu'elle se déroule la veille de l'ouverture des championnats du monde de patinage artistique, donc ici même, à la Sud Arena. Dans ce cadre-là, donc les délégations, malheureusement, ne peuvent pas être présentes aujourd'hui parce que, pour cause de respect de bulles sanitaires, donc et de précautions par rapport au Covid, mais ils y assistent à distance sur les réseaux sociaux. Aussi, dans le cadre de cette conférence, la Fédération française des sports de glace vous invite à un moment de convivialité, donc qui suivra les débats, où vous pourrez parler et discuter avec les intervenants qui seront ici présents. Et du coup, vous êtes bien évidemment tous invités à ce petit pot qui suivra la conférence. Alors tout de suite, vous l'aurez compris, de toute façon, une diversité d'acteurs pour traiter de cette thématique d'actualité. Donc nous aurons une présidente de fédération, nous aurons des athlètes de haut niveau, nous aurons des associations de sensibilisation et d'aide aux victimes, des universitaires, donc tout un panel riche pour traiter de cette thématique on ne peut plus importante. Avant tout, on va ouvrir officiellement cette conférence avec la présence de nos élus qui nous font le plaisir d'être ici avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais passer le relais à Monsieur Delafosse, président de la métropole et maire de Montpellier. Ouais, vous me posez une question. Je vais vous poser une question, effectivement. Alors, quel intérêt, Monsieur Delafosse, votre collectivité porte à ce projet, SAIES, et aux luttes contre les violences sexuelles dans le sport? Avant de répondre à cette question, en tant que maire de Montpellier, je voudrais vraiment me réjouir pour notre ville, notre territoire, d'accueillir cet événement, les championnats du monde de patinage artistique. Je voudrais en saluer la présidente qui a rendu possible cela et qui s'est considérablement investie. C'est un grand moment, et si vous avez un peu de temps pour déambuler dans Montpellier, vous verrez que le tramway est designé, que la ville a été pavoisée, et c'est une grande fierté de vous accueillir. Je le dis, et je ne doute pas que ça va être un grand moment pour le sport. C'est aussi un moment géopolitique, mais même la présidente en parlera. En tout cas, je veux en soutenir toutes les décisions, et par les couleurs que j'aborde, nous sommes au diapason. Alors, ensuite, je réponds à votre question. Je suis très heureux de participer à cette conférence-là. Comme maire d'une ville de 300 000 habitants, d'une métropole de 500 000 habitants, pour d'abord tenir une position. Les violences sexuelles, dans le sport ou ailleurs, ne doivent souffrir d'aucune complaisance. Je crois que c'est important de dire ça, d'abord pour les victimes, pour dire de quel côté doit être la peur. Et de manière résolue, la peur doit changer de camp. Je pense que c'est
fondamentale, parce que pendant de très longues années, des décennies, il y a une forme d'omerta, de silence, aussi d'indulgence qui s'est opérée, comme si, au fond, ça faisait partie du parcours des athlètes, etc. Non, ça n'a pas de légitimité. En France et dans d'autres pays du monde, les violences sexuelles relèvent du pénal, sont des délits et conduisent à la prison et à des sanctions que les magistrats, que les juges rendent de plus en plus sévères, et c'est tant mieux. Commencer à dire ça, c'est rappeler de quel côté est le droit. Ensuite, que pouvons-nous faire? Comment agir? Et là, le chantier, il est colossal, nous le savons. D'abord, c'est d'être aux côtés des victimes, leur donner la possibilité de prendre la parole, ou ceux qui savent, rappeler leurs responsabilités. L'article 40 du droit français de procédure pénale. Je cite, ouvrez les guillemets, « Toute personne ayant connaissance d'un délit doit le signaler ». C'est-à-dire ne pas laisser la victime seule. Si on connaît un délit, on a une responsabilité devant nos lois de le prévenir. Ensuite, il faut participer pour soutenir. Donc déjà, rien que tenir cette conférence, c'est une victoire. C'est un changement. Et je veux le dire à Madame la Présidente, quand on s'est vu la première fois, on s'est dit, il faut que nous parlions de cela. Voilà, c'est une victoire. Ensuite, nous devons travailler sur le cadre juridique, le cadre légal. Mais nous sommes, collectivité territoriale, des financeurs du sport. Je suis avec les élus, Monsieur Martin, Monsieur Assaf va nous rejoindre, il arrive. Nous sommes financeurs du sport. Et nous devons être très attentifs sur comment on attribue nos subventions. Nous, on est des garants de principes. Et donc, quand on subventionne ici un événement, là un club, là des athlètes de haut niveau pour préparer les JO de 2024, on doit être très au clair sur les principes qui guident l'allotissement des moyens publics. Et puis, nous devons travailler à, je dirais pas changer les mentalités, parce que j'ai dit que la peur devait changer de camp. Mais nous devons absolument travailler sur la féminisation de la pratique sportive et des instances dirigeantes du monde sportif. Moi, je crois reconnaître le club du Montpellier Taekwondo qui porte chantement. Moi, je me réjouis quand je vais sur voir une équipe de foot, voir la mixité sur le terrain garçon-fille. Ça, c'est un élément. Nous devons, quand dans le monde sportif, ça peut pas. Dans le monde politique, on a fait un gros effort, la parité. Enfin, c'est pas un effort, en fait. C'était pour certains un mal nécessaire, pour d'autres une évidence. C'est-à-dire, la moitié de l'humanité, dans une représentation politique, doit être assumée aussi par les femmes. Et le monde sportif doit évoluer, et l'entre-soi, parfois très masculin, doit résolument changer. Cela me semble être un enjeu. Je parlais des subventions, je parle aussi des locaux. Combien de fois les vestiaires ne sont... Il n'y a pas de vestiaire pour les femmes. Combien de piscines ont été conçues très maladroitement pour les maîtres nageuses. Enfin, des histoires comme ça, je ne devrais pas le dire. Enfin, si, je vais le dire. Mais même à Montpellier, qui est une ville qui essaye de faire attention, on a beaucoup de retard et nous sommes en train de le rattraper. Voilà des actions très concrètes que nous pouvons mener. Je vais terminer. Peut-être s'il y a une autre question, je réagirai. Mais être du côté des victimes et dire que la peur a changé de camp. Favoriser la pratique sportive des femmes et garantir que celles-ci puissent vivre leur passion en toute sérénité. Les protéger des schémas de prédation qui existent dans le sport comme ils existent dans le cinéma, comme ils existent parfois dans le monde du travail, c'est le harcèlement. J'emploie des mots, prédation. Et donc, travailler sur ces sujets-là est important. Et qui doit travailler? Les femmes, bien sûr. Mais là, vous allez me dire, il est gonflé, lui. C'est un mec, le maire. Bah ouais, comme ça. Mais par contre, ça doit être une conviction partagée.
c'est une conviction de responsabilité de dirigeants, de responsables politiques, de dirigeants du monde sportif et dirigeanteux, de dirigeants du monde politique. C'est-à-dire que nous devons très clairement ne plus... Vous savez, ici on est dans le sud de la France et parfois on dit « Ah, mais c'est le caractère méditerranéen ». Non, il n'y a pas de spécificité. Une femme a les mêmes droits qu'un homme. Et nul ne peut être menacé, tomber dans un schéma de prédation parce qu'elle est une femme. Ça n'est pas acceptable, c'est un délit pénal. Voilà les quelques mots, moi, que j'avais envie de dire, et le souhait de participer à cette conférence, c'était finalement de dire que symboliquement, les choses changent. Et madame, je me permets, parce qu'on était côte à côte et vous m'avez courageusement évoqué ce que vous aviez vécu. En fait, maintenant, nous, on doit être de votre côté et du côté de toutes celles qui sont victimes. C'est ça notre responsabilité. Et le changement majeur, il doit d'abord être là. C'est-à-dire qu'une femme qui prend la parole et qui dit « Moi, j'ai été victime de violence, d'un schéma de prédation, dans ma passion qui est le sport, dans mon entraînement, on m'a fait basculer dans autre chose », eh bien, elle doit pouvoir savoir que les financeurs, les collectivités, les fédérations, elles prennent leurs responsabilités. Les choses changent. La ministre des Sports a pris des engagements. Les directions de fédération ont été dûment secouées. Celles de patinage artistique en France, et c'est tant mieux, l'ont été. Et nous, d'une certaine manière, on doit être à vos côtés parce que ce phénomène qui touche le sport, il touche d'autres pans de la société et en rien, il ne peut trouver une légitimité. Merci beaucoup, Monsieur Delafosse, pour votre enthousiasme. Ça fait plaisir. Ça mérite des applaudissements, je pense. Merci beaucoup. Maintenant, on va accueillir une autre élue, Madame Nadia Bakeri, conseillère régionale, qui vient représenter Madame Carole Delga. Même question pour vous, Madame Bakeri. Je vous remercie déjà d'être présente ici. Bonjour. Alors, quel intérêt pour ce projet, pour votre collectivité et pour les violences sexuelles dans le sport ? Alors, avant mon propos, moi je voudrais saluer quand même le maire de Montpellier, Michael. Je suis très heureuse d'être à Montpellier et de venir vous revoir, retrouver aussi mon cher collègue et adjoint au sport de la ville de Montpellier, Christian Assaf. Et très heureuse et très émue de rencontrer pour la première fois Sarah Abitbol, qui aujourd'hui représente un rôle modèle, mais vous l'étiez aussi parce que vous êtes une brillante patineuse et je tenais à saluer votre courage, votre force, votre abnégation et croyez bien que ici à Montpellier et dans toute la région Occitanie, on vous soutient. Voilà, excusez-moi, je suis ému et je tenais à le dire. C'est important pour la région Occitanie d'être présente et d'assister à cette conférence parce que d'abord c'était de rappeler pourquoi ce combat dans la lutte contre toutes les formes de violence était essentiel dans nos territoires et dans notre quotidien, et quelles sont aussi les politiques et les actions que nous mettons en place pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter toujours plus contre les violences faites aux femmes. Ce combat, c'est le combat de tous. Et peu importe nos consciences, qu'elles soient politiques ou sociales, elles doivent nous guider chaque jour sur le terrain. Et ce combat, on doit le mener dans toutes les sphères et pas que dans le sport ou en politique, parce que les violences faites aux femmes, elles n'épargnent malheureusement aucune de ces sphères. Récemment, avec la sortie de votre livre, c'est le milieu sportif qui a connu cette libération de la parole autour des violences. Et comme partout,
et je tiens à le rappeler ici, les victimes sont en majorité des femmes. Et les auteurs sont des hommes. Et encore ce matin, sur la région toulousaine, un homme a étranglé sa compagne. Donc dans ce type de circonstances, et puis avec la crise sanitaire, la crise climatique, la guerre en Ukraine, la crise économique, les violences envers les femmes sont exacerbées. Et c'est pour ça qu'il nous faut tous nous mobiliser au service des femmes, des filles, dans leur diversité, pour leur permettre de se libérer de leurs oppresseurs. Et comme le rappelait Michael Delafosse tout à l'heure, le ralliement des hommes est primordial. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La région Occitanie, impulsée par une présidente de région, est structurée autour de 2 axes. L'égalité réelle entre les filles et les garçons et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quelques exemples que je vais vous donner. Nous agissons dans un premier temps auprès de la jeunesse. C'est notre priorité. Donc on les sensibilise, on les informe. On a créé un dispositif régional unique en France, le dispositif Génération Égalité, qui a sensibilisé et informé plus de 180 000 jeunes au sein de la région, et dans des lycées, par exemple, pour déconstruire les stéréotypes de genre, on fait intervenir une compagnie de théâtre. Dans un lycée à Perpignan, on va sensibiliser avec l'association Le Planning Familial sur une vie affective égalitaire et respectueuse. Au lycée agricole de Marvejols en Lozère, les élèves ont été sensibilisés aussi à la mixité des métiers avec des rôles modèles dans le sport. Au lycée Gallieni près de Toulouse, la semaine dernière, c'était sur le consentement et la lutte contre le harcèlement. On aide aussi les associations, évidemment, qui accompagnent dans un premier temps les femmes victimes de violences, leurs enfants, mais aussi les auteurs. On n'a pas le choix, il faut travailler dans le fond. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Bakiri, donc conseillère régionale, qui représentait Madame Carole Delga. En charge des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup pour cette précision. On l'applaudit bien fort. Je remercie du coup particulièrement les élus pour leur accueil ici et puis leur enthousiasme sur ces questions qui sont portées à bras-le-corps dans le cadre de leur politique publique, vu ce qui vient d'être exposé. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, maintenant que cette conférence est officiellement ouverte. Alors, dans un premier temps, on va parler un peu plus dans le détail du projet SAIES. Et ensuite, on ouvrira la table ronde avec une mise en perspective des violences sexuelles, notamment la dimension européenne. Mais d'abord, donc, je vais accueillir une initiatrice, quelque part, de ce projet SAIES, en tant que représentante et surtout présidente de la Fédération française des sports de glace. J'invite Nathalie Péchala. Bonjour Madame la Présidente. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Bonsoir à tous. Avec nous pour nous parler de ce projet SAIES. Alors dites-nous, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui pour venir nous parler? Alors moi, je vais faire comme mes collègues qui m'ont précédé. Je vais déjà en profiter pour remercier tout le monde de nous suivre ici et en ligne. Je vais évidemment remercier très chaleureusement Monsieur Delafosse, le président et maire de Montpellier, Madame Delga, vous lui passerez le message, présidente de la région Occitanie, qui nous ont permis d'accueillir ces championnats du monde de patinage artistique et qui nous ont réservé le plus bel accueil. Donc merci à vous et vous êtes évidemment chez vous tout au long de la semaine. Alors ensuite, donc on revient sur
sur la problématique des violences sexuelles qui ont commencé beaucoup avec la libération de parole en 2015, avec les hashtags MeToo dans le milieu artistique. Et puis après, on a parlé du milieu religieux, familial, éducatif et bien sûr sportif. Et la libération de la parole, c'est une étape primordiale, la première étape pour pouvoir traiter le problème et avancer dans le bon sens. Et à ce titre, je remercie Sarah Abitbol pour avoir pris la parole et pour être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Je ne devais pas être là normalement, puisque j'ai été élue à la présidence de la Fédération française des sports de glace en 2020 sur fond de violences sexuelles, scandale des violences sexuelles. Mais pour autant, c'est pas 2020 qui m'a ouvert les yeux. J'avais eu la chance de rencontrer Sébastien Bouel en 2017 et je suis devenue ambassadrice donc de son association, celle qu'il a fondée, Colosse au pied d'argile. Merci pour ton travail sur le terrain au quotidien. Alors le problème des violences sexuelles dans le milieu sportif, il est primordial et aujourd'hui, vous doutez bien que la Fédération française des sports de glace met au cœur de ce priorité l'éthique. Donc au-delà des violences sexuelles, la lutte contre toutes les formes de violence. Juste un point important, pour moi la victime, elle n'a pas qu'un seul visage, elle n'est pas fille ou garçon, enfant, adolescente, adulte, et il en est de même pour les prédateurs. Ne vous sentez pas totalement rassurés parce que vous êtes avec une femme. Les femmes aussi sont des prédatrices. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Malheureusement, les profils sont divers et variés, d'où l'intérêt pour nous d'aller sensibiliser, d'aller former un maximum de personnes, pratiquants, encadrants, pour que chacun ait les clés à sa survie. Alors concernant le projet en tant que tel, pourquoi avoir adopté un projet d'envergure européenne ? Alors, on a beaucoup travaillé à la fédération de manière collective pour, encore une fois, avancer dans le bon sens. On a créé un comité éthique, on a réactivé la commission disciplinaire, on a formé les cadres techniques sur le terrain, on a sensibilisé les pratiquants, les encadrants via les ligues ou les clubs. On a créé des outils de communication pour les clubs. Ah oui, et dernier point qui n'est pas le moindre, puisqu'on a décidé de se porter partie civile dans toutes les affaires de violences sexuelles, nos fédérations. On a voulu aller plus loin, on a voulu voir plus grand, puisque malheureusement, ces atrocités n'ont pas de frontières. Et on a voulu répondre à l'appel à projet d'Erasmus+ jeunes, donc candidatés. On a créé le projet Safeguarding Young European Skaters. Donc ce projet est né d'un consortium entre la Fédération française des sports de glace, la Fédération internationale également de patinage, 2 associations, Sport et Citoyenneté, Colosse au pied d'argile, et puis une fédération hongroise et une fédération néerlandaise. Une université également, Lyon 1. Donc nous avions décidé de porter ce sujet au-delà de nos frontières, en tout cas sur le plan européen. Et il a été approuvé par l'Union européenne début février. Voilà, on a été validé et soutenu pour mener à bien notre ambition. Donc du coup, concrètement, quelles actions vont être mises en place avec ce fameux projet ? Alors, 3 axes principaux. D'abord, poser un diagnostic précis, complet de la situation en Europe dans les sports de glace, notamment avec l'Université Lyon 1. Le deuxième, ça sera d'éveiller les consciences et de sensibiliser les acteurs européens des sports de glace. Donc l'idée, c'est de créer des modules de e-learning à destination des enfants, mais aussi des guides pratiques pour les enfants, pour les adultes, et puis une campagne de communication pour accompagner la promotion de nos actions. Je le disais tout à l'heure, mais j'insiste vraiment sur l'objectif qui est d'outiller toutes les populations, pratiquants, encadrants, filles, garçons, hommes, femmes, sur le terrain. Et puis d'amplifier également les interventions directes sur le terrain, notamment avec Sébastien Bouel, avec Colosse au pied d'argile. Un dernier mot peut-être ? Oui, l'objectif, c'est que ce travail il soit utile à l'ensemble des fédérations étrangères, nationales,
donc européenne des sports de glace, mais au-delà. C'est-à-dire que si on peut arriver à l'étendre à d'autres sports, il y a 48 fédérations qui ont été concernées par des cas de violences sexuelles, fédérations françaises. Donc encore une fois, ça n'a pas de frontières. Si notre travail peut en inspirer d'autres, c'est pour ça qu'on choisit de faire de l'associatif. Je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup ici à avoir répondu présent. On est là pour s'entraider, pour se soutenir et pour partager nos compétences et nos connaissances. Et puis bien sûr, un grand merci à l'ensemble des intervenants aujourd'hui et puis tout au long du projet qui commence et qui finira lors de Paris 2024, donc dans 2 ans. Et un merci tout particulier à Catherine Debec, qui a été lanceuse d'alerte dans les années 90, qui a donné de la voix, mais nous n'étions pas prêts à l'entendre, qui représente aujourd'hui le CNOSF et qui travaille sur des sujets éthiques pour, encore une fois, changer la société dans le bon sens, sans stigmatiser personne, mais dans une dynamique positive. On est là pour accompagner, pour aider, tout simplement pour changer le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Péchala. On espère que votre projet va initier des dynamiques dans le mouvement sportif, dans les fédérations. Donc vous l'aurez compris. Donc on va appeler les intervenants pour une photo, avant de continuer, pardon. Venez tous sur la scène. Hop. Allez. Merci beaucoup. Alors malheureusement, le président de l'International Skating Union devait être là, mais il n'a pu être présent aujourd'hui. Il y a néanmoins Becky Cairns, directrice du programme de développement de l'ISU, qui va venir le remplacer, qui nous fait le plaisir d'être ici. Alors Becky, pourquoi ce sujet est-il si important pour votre organisation? Bon, d'abord, first of all, hello and thank you for inviting me. I'm sorry the president of the International Skating Union couldn't be with us today, but I'm here to say a few words in his place. The ISU is very pleased to be involved in this Erasmus project to protect young athletes. As an international sports federation, the ISU has a social responsibility to look after the usually young athletes who are the heart of the skating family, and to make our contribution to making sure that they have a safe training and competitive environment. But it can be a challenge to address subjects like this in an effective way. And we've taken some steps within the Federation already by updating our code of ethics to strengthen the parts relating to athlete safeguarding, by having a survey of our member federations about their safeguarding policies, and also instigating a complaints procedure through our website. But we recognise that that's not enough, and that to go further with education and awareness, we need to cooperate with other organisations which have experience and expertise in this area, and also to work with our member federations to develop guidelines, best practices, and concrete actions that will help to protect young athletes.
And so the ISU is really pleased to be joining this Erasmus Plus project and the partners. And we'd like to thank the Fédération Française des Sports de Glace and its president, Nathalie Pichla, for initiating the project and for leading the way in making the application for funding from Erasmus Plus. And also our colleagues in the French and the Dutch and the Hungarian federations and all the other project partners. And the ISU hopes that there'll be clear outcomes from this project that we can share with our member federations in Europe, but also in other regions of the world, because of course this isn't just a European issue, it's worldwide, and that we can take effective actions to protect young athletes at all levels and at all disciplines of the skating sports, and hopefully looking even beyond skating into other sports. Thank you. Merci beaucoup, Becky Cairns. Alors, maintenant, c'est l'heure d'ouvrir notre table ronde. Table ronde, du coup, qui va porter sur la mise en perspective, de la situation dans le sport et dans les pays partenaires du projet Erasmus+. J'invite à me rejoindre notre diversité d'intervenants. Sébastien Boyle, directeur et fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. Asseyez-vous. Madame Sarah Bitbol, patineuse artistique. Monsieur Philippe Lyotard, sociologue et anthropologue de l'Université Lyon 1 Claude Bernard. Madame Fanny Gratzel, de la Fédération hongroise des sports de glace. Et Madame Corinne Mostert, de la Fédération néerlandaise des sports de glace. Alors, nous allons commencer avec vous, Sébastien Boyle. Donc, vous êtes directeur et fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. Alors, l'objectif principal de cet événement, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs des sports de glace, notamment européens et mondiaux, ainsi que le mouvement sportif. Il se trouve que votre association, qui est reconnue d'utilité publique, dont vous êtes le directeur et le fondateur, je le répète, a pour but de prévenir les risques et les violences sexuelles et harcèlement dans le sport. Donc, quel est votre engagement sur la question de la lutte contre ces violences sexuelles et que fait votre organisation ? Alors, bonjour à toutes et tous. L'engagement est total, je dirais, puisque vous l'avez dit, j'en suis devenu directeur de cette association que j'ai fondée en 2013. C'est que je me suis vite rendu compte que le bénévolat avait ses limites sur le sujet que nous traitons, et c'était très chronophage d'avoir un métier, d'avoir un sport. Alors moi, je suis pas sur des patins, hein, j'avais du fer sous les pieds, mais c'était des crampons de rugby, et coupler tout, plus les interventions, plus accueillir la parole, parce que du moment qu'on intervient, on libère la parole. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait de cette parole ? On peut pas rentrer chez soi et ne pas la signaler. On a des obligations. Alors, monsieur le maire disait l'article 40 pour les fonctionnaires, mais il y a l'article 434.3 aussi à rappeler pour tout citoyen, hein. Notamment pour les présidents, par exemple, de clubs qui préféraient mettre une affaire sous le tapis plutôt que de la signaler pour pas entacher son sport ou son club. Donc j'ai professionnalisé ce combat. Donc aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que je ne regrette pas, donc c'est d'avoir fait ce pas, hein, d'avoir tout quitté pour me lancer à 200% dans ce combat. Aujourd'hui, on est 25 salariés dans l'association, ce qui nous permet d'être au quotidien sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, pour former les adultes à identifier une victime par rapport aux signaux faibles ou forts que peut envoyer une victime d'agression sexuelle. Et l'objectif primaire, c'est quand même de libérer la parole des victimes. Alors on intervient dans le champ sportif, c'est notre ADN, mais aussi dans le milieu éducatif de plus en plus. Et le fait d'intervenir très jeune, il y a beaucoup d'enjeux dans cette prévention. C'est-à-dire que plus on va intervenir jeune, plus on va apprendre à des enfants à se protéger de situations, de prédateurs, de prédatrices. Madame, ne clivons pas, s'il vous plaît, les discours. Les hommes sont des victimes aussi, j'en suis la preuve. Les femmes sont des prédatrices aussi. Et justement, les hommes, les chiffres sont très faibles pour les hommes victimes, puisqu'on ne laisse pas la place
Alors là, je suis là aujourd'hui pour parler de ce sujet, mais les hommes, on n'a pas notre place en fait dans ce champ des violences sexuelles parce qu'on est trop souvent mis du côté des prédateurs. Bon, j'en parlerai, je développerai un peu plus le sujet tout à l'heure. Et donc cette prévention, les enjeux de la prévention dès le plus jeune âge, donc apprendre à des enfants à se protéger, d'adultes, mais aussi de mineurs, parce que le champ sportif a quand même ses spécificités et on a beaucoup de violences sexuelles qui sont commises de mineurs sur mineurs. On en parle peu, mais dans le bizutage notamment. Libérer la parole. Dès que plus jeune, on va libérer cette parole, et bien, moins de temps, le traumatisme aura le temps de s'implanter chez une victime et d'en mettre des années à être réparé. Et aussi éviter qu'une victime reproduise les actes qu'elle a subis, pardon. Et donc, passe dans le volet obscur des violences sexuelles en devenant auteur de violences sexuelles, pédocriminel. Donc voilà les enjeux primaires de cette sensibilisation dès le plus jeune âge sur les enfants. Alors ça, c'était la première question. La deuxième. Est-ce que vous intervenez dans l'éducation nationale? Alors on intervient de plus en plus justement dans l'éducation nationale. L'année dernière, on a fait plus de 1100 interventions, dont 600 en milieu sportif et 300 en milieu scolaire, pour un panel de 38 000 personnes sensibilisées, malgré les conditions sanitaires. Donc aujourd'hui, on espère faire plus de 2000 interventions cette année pour 100 000 colosses sensibilisés et formés. Ça fait 8 ans, bientôt 9 ans que je suis sur le terrain. Ce qu'il faut entendre, malheureusement, c'est que il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions où je n'ai pas eu de victime face à moi. Que je sois dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées, dans des clubs sportifs, du moment qu'on intervient, qu'on parle de ce sujet, il y a systématiquement des victimes face à nous. Donc ça, c'est la réalité du terrain. L'État, par le biais de Roxana Maracineanu notamment, a pris un virage à 380 degrés. On est passé d'une ministre qui disait qu'il n'y avait pas de tabou dans le sport à une ministre qui a pris le taureau par les cornes et qui s'est engagée pleinement sur ce sujet, sur le bizutage, sur les violences sexuelles. Les fédérations ont une obligation aussi aujourd'hui d'avoir un référent. Donc les choses bougent. C'est le gouvernement qui aura fait bouger le plus de choses sur le sujet. Tant mieux. Il y a beaucoup de chemin. Hein. On a beaucoup de retard, mais on rattrape ce retard petit à petit. Et comment sont accueillies vos formations chez les enfants? Est-ce qu'ils sont gênés? Ils parlent facilement? C'est accueilli comment? Ils sont beaucoup plus impliqués que les adultes et ils adorent parler de ce sujet. D'accord. Ils adorent parce qu'on met beaucoup d'humour, on y va avec des mots adaptés bien sûr. Et enfin, on découvre, on va parler de parties intimes, on va parler de zizi, cucu, néné. Et à la fin des interventions, ben voilà, c'est cette simplicité aussi et cette proximité qui va faire qu'on va recevoir systématiquement la parole des victimes à la fin des interventions. Et concernant le volet européen, pourquoi avoir choisi de vous investir justement sur ce projet européen? Il y a plusieurs choses. Déjà, alors on intervient dans le sport, mais le sport, là on parle du volet noir du sport. Mais nous, on se sert du sport justement comme levier libérateur. On a aujourd'hui plus de 50 fédérations qui sont conventionnées avec nous. Quand on signe une convention, c'est qu'avant de signer la convention, il faut qu'il y ait un plan de lutte pluriannuel en général qui soit installé. On a près de 30 fédés olympiques qui sont aussi conventionnés avec nous. Et donc le travail que l'on fait avec eux, c'est par échelon. On va former les professionnels qui encadrent les enfants pour après ruisseler jusqu'au plus petit gamin qui est dans un club. Donc nous, on se sert du sport comme levier libérateur pour ces victimes qui sont majoritairement victimes intrafamiliales. Faut pas l'oublier. Le sport, effectivement, il y a des affaires. Bon, Sarah est là pour le prouver. Moi aussi. Je l'ai pas dit, mais bon, moi j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans. J'ai pu en parler 18 ans après. Moi, c'était dans les retours d'entraînement de rugby où j'étais violé. Mais le message que je porte aujourd'hui, c'est que voilà, le sport peut réparer aussi, sert de levier libérateur, et nous on se sert aussi du sport pour réparer ces victimes intrafamiliales ou du champ sportif, issues du champ sportif, mais on intervient aussi face aux auteurs, parce que effectivement, pour être complet dans le champ de la protection de l'enfant, il faut, moi je viens du sport, hein, donc le rugby, on m'a toujours appris pour gagner
mon adversaire, il fallait le connaître. Donc on faisait des vidéos de notre adversaire pour voir ses tactiques, pour essayer de le gagner le week-end suivant. Donc c'est ce qu'on fait avec l'association, j'interviens, je suis le seul à le faire, ce qui prouve aussi la résilience, on intervient face aux auteurs pour éviter la récidive, et sur les auteurs en détention, majeurs et mineurs, qui sont suivis par la PJJ, notamment avec un travail autour du rugby, respecter un cadre, respecter des lignes, et l'objectif c'est d'essayer de leur faire avoir de l'empathie pour la victime et éviter bien sûr la récidive. Donc on fait aussi de la protection de l'enfant en évitant la récidive. La question du coup, je me suis éparpillé. La question, c'était par rapport au projet européen. Alors, niveau européen, alors on a plusieurs antennes, une en Argentine et une en Espagne, Colosso con Pies de Barro. C'était un de nos objectifs, développer notre projet au niveau européen. On a la Belgique qui est intéressée, l'Italie, la Suisse, qui nous demandent d'intervenir pour eux, chez eux. Et bon, avec Nathalie, comme elle a dit, depuis 2017, elle est ambassadrice, on s'est rencontrés. Il y a eu ce projet qui s'est ouvert à nous, proposé. Donc, c'était normal et logique d'essayer d'amener. Alors, on n'est pas expert, parce que pour être expert sur le champ des violences sexuelles, le spectre est tellement large que on a beaucoup de connaissances, mais on n'est pas expert. Et donc, le fait de partager ces connaissances avec l'Europe, pour nous, ça faisait partie de notre feuille de route, et grâce à la fédé de patinage, donc on va essayer de travailler au plus près avec la fédération internationale, avec la fédération hongroise, hollandaise, pardon. Donc voilà pourquoi on a répondu favorablement à cet appel à projet. Une dernière question. Dans le cadre de votre association, vous accompagnez aussi les victimes. Comment ça se passe quand vous les accompagnez? Alors j'ai mis en place un pôle d'accompagnement de victimes, effectivement, pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. Donc c'est une gendarme qui nous a rejoint carrément, où on a une psychologue, une juriste. Oui. Et en fait, dans l'association, on fait l'accompagnement gratuit des victimes, mais aussi des victimes collatérales, qui sont les parents, quand ils ne sont pas auteurs, bien sûr, des violences sexuelles. On intervient aussi et on accompagne les clubs, parce que quand une affaire touche un club, tous les adultes sont mis dans le même panier, justement. Si je vous parle de serviable, arrangeant, disponible, impliqué, gentil, je vous parle d'un bénévole. Mais je vous parle aussi d'un auteur, d'un prédateur qui a les mêmes qualités. Donc eux, ils avancent masqués. Et donc tout le monde pense que tout le monde était au courant que cette personne agissait comme ça sur des mineurs. Donc on aide aussi les clubs, gratuitement bien sûr, dans l'accompagnement des victimes, dans la communication interne, externe. Et enfin voilà. Super. Donc l'année dernière, plus de 400 victimes ont été accompagnées, et on a fait quasiment 200 signalements à la justice, dont plus de 100 à la cellule sport, signal sport du ministère. Ah ben super. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Sébastien Boy, directeur et fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. Pardon. Oui. C'est bon. Juste, voilà, on mène un combat qui dérange, mais qui ne doit pas être genré, s'il vous plaît. On l'a bien compris, cette thématique nous concerne toutes et tous, et y compris au niveau des prédateurs. Maintenant, on va passer sur un témoignage d'une athlète, Sarah Abitbol. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes patineuse artistique, ancienne athlète de haut niveau, et vous avez publié un livre, Un si long silence, en 2020, qui a permis une véritable libération de la parole, un tsunami de témoignages d'actes de violence sexuelle dans le sport. Alors, comment, selon vous, faire en sorte que ces actes ne se répètent pas dans le sport? Bonjour à tous. Merci à la Fédération française des sports de glace pour son invitation. Merci Nathalie. Merci à la ministre des Sports pour avoir pris les choses en main comme elle l'a fait en 2018 suite à mon témoignage. Je dirais que tout ce qui est
en ce moment en train de se faire auprès des fédérations et du ministère fait partie évidemment des préventions et de la sensibilisation qu'il faut faire auprès des jeunes. Je pense que les témoignages comme le mien ou comme celui de Sébastien et aller sur le terrain peut aider les enfants. De mon côté, lorsque j'ai vécu ces agressions à l'âge de 15 ans, j'ai donc été violée à l'âge de 15 ans et ça a duré pendant 1 an et demi lorsque mon agresseur en profitait et que j'étais seule avec lui, ça se passait. Peut-être que si quelqu'un était venu, un référent de fédération ou un athlète qui avait subi ce genre de choses ou un psychologue, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu parler. Peut-être. Donc tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est vraiment positif pour la suite, pour la nouvelle génération et pour les enfants. Pour moi, c'était très difficile de parler. Il m'a fallu beaucoup de courage. Ça m'a pris 30 ans. 30 ans pour parler, 30 ans pour poser les mots. Ce mot si difficile à dire, ce mot viol que j'ai réussi enfin à poser il y a 2 ans. Et c'était important de le faire. Vraiment important pour tout ce qui s'est passé par la suite avec le ministère et les fédérations. Quels outils, du coup, selon vous, seraient nécessaires pour la mise en place d'actions contre ces violences et pour justement que les athlètes, que les enfants puissent parler plus facilement? Les outils, je crois aussi, c'est d'en parler dès le plus jeune âge, comme disait Sébastien. C'est jamais facile parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Je sais que moi, dans ma famille, on n'en parlait pas beaucoup. Je suis maman, moi, d'une petite fille qui va avoir 11 ans. Et pour moi, c'était difficile aussi de lui raconter mon histoire et de lui faire comprendre ce que j'avais subi avec des mots d'enfant, qu'elle puisse comprendre qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant. C'est très important d'en parler dès le plus jeune âge, à la fois dans les écoles, dans les milieux sportifs. Et les associations sont là aujourd'hui pour le faire. Et aussi les fédérations avec leurs référents. Et c'est très, très, très important. Et comment vous avez été accompagnée, du coup, dans votre reconstruction ? J'ai commencé une thérapie en 2003 à l'INSEP avec Madame Myriam Salmi. Et cette thérapie continue encore aujourd'hui puisque en 2022, je suis encore en thérapie avec ma psychologue. J'ai beaucoup diminué les antidépresseurs et je ne prends plus d'anxiolytiques. Donc, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est très long. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours parce qu'on a des angoisses, parce qu'une odeur, une musique peut changer notre journée et peut nous déstabiliser. Ce sont vraiment des choses qui sont enfouies en nous. Et quelque part, on est puni à vie et parfois nos agresseurs sont encore dehors. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire vis-à-vis des lois. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est long, il faut faire beaucoup de sophrologie, beaucoup de méditation et il faut parler. Dès l'instant où j'ai réussi à poser ce mot viol et où j'ai écrit mon livre, j'ai réussi effectivement à faire que la honte et la peur changent de camp et à ce que ma culpabilité change. Parce qu'en fait, on a honte, c'est surtout ça qui est terrible, c'est que ça nous arrive et on a l'impression que c'est notre faute. Et ça, c'est vraiment très difficile à ressortir de nous-mêmes et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être vraiment très accompagné. Et comment justement libérer la parole des athlètes, libérer la parole des victimes, libérer peut-être même la parole des parents parce qu'ils doivent se sentir aussi, je pense, quelque part responsables de ce qui peut arriver, de ne pas avoir été suffisamment peut-être attentif ou avoir trop fait confiance facilement à un entraîneur. Comment arriver à ça ? Pour prendre mon exemple, effectivement, mes parents, je pense, lorsque je leur ai parlé, se sont sentis évidemment coupables parce que mon entraîneur était quelqu'un à la fois de très proche, sympathique, qui venait manger à la maison. Et mes parents avaient une grande confiance en lui, donc ils ne pouvaient pas imaginer le pire. Comment cet entraîneur aurait pu faire du mal à ma petite fille de 15 ans ? C'était pas possible. Donc les parents, effectivement, lorsqu'on leur apprend ce genre de choses, ce sont des dommages collatéraux, évidemment, pour eux. Et c'est très difficile aussi pour eux de prendre conscience que c'est vrai que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ça arrive.
c'est très difficile. Il faut vraiment parler dès le plus jeune âge aux enfants et qu'ils prennent conscience qu'un adulte n'a pas le droit de toucher le corps d'un enfant. C'est vraiment très, très important. Et jusqu'où l'entraîneur a le droit d'aller, c'est ça. Parce qu'un entraîneur, c'est vrai que c'est notre confident, c'est notre meilleur ami. Mais jusqu'où il a le droit d'aller, cet entraîneur. Et ça, c'est très important aussi dans les commissions et dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre, de faire comprendre aux adolescents et aux enfants jusqu'où l'entraîneur a le droit d'aller. Dernière question. Bon, bah, du coup, on va passer. Je vous remercie beaucoup, Madame Abitbol. Pour votre témoignage. On va passer à notre universitaire, Philippe Guyottard, sociologue et anthropologue, Université Lyon 1, Claude Bernard. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous travaillez sur les vulnérabilités, les violences et les discriminations dans le sport et sur les innovations visant à les combattre. Donc, quel est l'état des lieux de la recherche sur les violences sexuelles dans le sport? Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Avant toute chose, je voulais peut-être réagir à ce que Sébastien et Sarah ont dit. Dans les témoignages, alors, parce que ça fait partie de l'état des lieux. J'ai commencé, alors à titre personnel, mais je vais le resituer après l'état des lieux au niveau des recherches, même internationales. J'ai commencé à travailler sur ces questions en 95, au moment où on parle des procès, en fait, de l'affaire dite des lanceurs de marteau, qui avait été poursuivis pour avoir agressé deux sportives de l'équipe de France, Catherine Moin-Debec et une autre athlète. Et à l'époque, par rapport à ce que disait Sarah, c'était systématiquement dans les témoignages que je recevais, parce que je suis parti de là, puis j'ai recueilli des témoignages, systématiquement, quand les affaires concernaient des entraîneurs qui avaient agressé des athlètes, il y avait une sorte de parti pris de confiance vis-à-vis de l'entraîneur. Ça n'est pas possible. C'est un bon entraîneur. Oui, c'est un bon entraîneur, mais c'est aussi un agresseur. Oui, mais il rapporte des médailles. Oui, mais c'est aussi un agresseur. Et ça, c'était quelque chose qui était systématique. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est impensable d'imaginer que suite à, je ne parle pas d'une plainte au plan pénal, mais suite à quelqu'un qui raconte ce qui lui est arrivé, il est impensable aujourd'hui qu'on prenne spontanément le parti de l'entraîneur. Et c'était le cas il y a 25 ans. C'était le cas il y a 25 ans et durant un certain temps, encore après. Donc ça, avant d'aller sur l'état des lieux de ce qu'on sait, je pense qu'il faut aussi le situer dans une évolution sociale qui fait que les témoignages de Catherine, d'Isabelle de Mongeau et de Sarah, pour prendre les trois témoignages les plus emblématiques, quand je dis les plus emblématiques, c'est aussi les plus médiatiques, on a 97 pour Catherine, premier livre, Le revers de la médaille, la médaille et son revers, la médaille et son revers, 2007, Service volé, donc 10 ans plus tard, Isabelle de Mongeau, et puis 2020, donc Sarah Abitbol, Un si long silence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé que 3 affaires, mais ça veut dire que, là aussi, les choses ont évolué en termes de réception. Quand l'ouvrage sort de Catherine, on en parle peu. Quand l'ouvrage d'Isabelle de Mongeau sort, on en parle un peu plus, mais parce l'affaire est toujours en cours et que derrière, c'est relayé par le ministère. Et quand l'affaire sort en 2020, le livre sort, c'est déjà préparé médiatiquement par l'enquête de Disclose qui est parue un mois avant. C'est préparé médiatiquement par tout un tas de médias qui sont sur les rangs et qui travaillent justement à rendre publiques les choses, parce qu'il y a le bouquin, mais il y a au même moment plein de témoignages qui sortent. Et ça, c'est nouveau. Alors, l'état des lieux, je dirais qu'on commence à se préoccuper au niveau scientifique, au niveau universitaire de cette question, au moment même où en France se pose l'affaire des lanceurs de marteau. C'est-à-dire que c'est pas avant le milieu des années 1990. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire du sport et de l'histoire des violences, c'est très récent. Il y a 25 ans, à peu près 25 ans. Donc à ce moment-là, ces travaux sont essentiellement des travaux qui sont produits par des femmes universitaires, féministes, et qui vont dénoncer des violences qui sont connues par ailleurs dans la société, mais dont le sport paraît protégé. Je vous donne une anecdote. Quand j'ai publié un ouvrage qui s'appelait Sport et virilisme, dans lequel je travaillais justement sur l'affaire de Catherine, qui avait d'ailleurs témoigné dans cet ouvrage, certains de mes collègues ont dit que j'avais inventé des cas.
Les témoignages étaient de faux témoignages. Et comme au niveau d'un procès, que le faux témoignage est celui qui ment, en fait. Et aujourd'hui, là aussi, c'est impossible. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait un tel déni, y compris chez des universitaires, donc, mais y compris aussi au niveau du ministère des Sports. Je prends un exemple. 2000, en France, se crée ce qu'on appelle les assises femmes et sport. C'est-à-dire, c'était partout en France, le ministère des Sports organise des réflexions sur la place des femmes dans le sport. Et ici même à Montpellier, j'ai proposé d'intervenir sur quelque chose que je venais de faire, en 99. Je dis, je vais vous parler des violences sexuelles dans le sport. On m'a dit, mais non, mais c'est pas ça dont on veut parler. Et je disais, mais je comprends pas. Enfin, moi, j'avais travaillé sur des violences faites par des hommes sur des femmes. J'avais pas travaillé parce que j'avais pas de témoignage. Donc, j'avais travaillé sur. On m'a dit, non, on veut pas en parler. En fait, on m'a pas dit, on s'en moque, mais c'était pas loin. Parce que c'était pas audible. Y compris par l'institution qui, derrière, 10 ans après, s'est mise au travail. Et qui, aujourd'hui, comme on l'a dit avec Roxana Maracineanu, a fait largement avancer les choses. Donc voilà, milieu 90, les premiers travaux apparaissent. Ils sont essentiellement des travaux qui visent à dire que ça existe. Dire voilà, ça existe. Aussi dans le sport. Le sport n'est pas un monde protégé. Et puis l'évolution, alors en France, on a eu quelques travaux, par exemple, là, qui sont autour de ce qu'a fait Greg Descamps à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi montrer que ça existait, avec quand même une avancée aussi. Ce que montre le travail de Greg Descamps, c'est que ça n'est pas seulement des relations d'agression d'adultes, hommes, entraîneurs sur des jeunes femmes. C'est une réalité, mais c'est pas la seule. Greg Descamps a montré qu'il y avait beaucoup d'agressions entre athlètes aussi. Et ça, c'est intéressant. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, dans l'évolution de ces travaux, on s'est attaché au mécanisme. Qu'est-ce qui produit ces violences? Il y a une spécificité sportive, effectivement, dans la relation hiérarchique, dans le fait que le monde sportif enseigne aussi ce que j'appelle une éthique de la soumission. C'est-à-dire que les sportifs apprennent à se taire. À se taire, pas seulement parce qu'ils sont agressés sexuellement, mais à se taire tout court. Et donc, quand on apprend à se taire, comment on parle? Déjà, on se tait. Et on se tait, et en plus, dès qu'on commence à parler, on ne va pas commencer à poser des problèmes, puisque ce qui compte, c'est d'être performant. Vous voyez bien? Donc, cette question, elle est centrale. Il y a quelque chose qui se pose en termes de compréhension des mécanismes, donc du contexte sportif. Je ne dis pas que la performance conduit aux agressions, mais l'environnement sportif est à penser aussi sur la capacité qu'il a à prendre en compte, pas seulement la parole d'une victime, parce que là je ne suis pas sur la victime, mais à prendre en compte ce qu'il produit. Et pour cela, je prends juste un exemple, je me permets de lire un petit point, et après je proposerai je voulais reprendre la synthèse de l'UNICEF, qui a fait travailler un laboratoire de recherche de Florence, en Italie, publié en 2010, donc là aussi ça fait un peu plus de 10 ans, 12 ans, qui note que les enfants et les adolescents qui pratiquent le sport sont exposés à une large palette de violences, parmi lesquelles le harcèlement, le bizutage, on l'a dit, les maltraitances physiques, psychologiques, émotionnelles, les risques de blessures, bien sûr, les agressions entre pairs, la maltraitance parentale. Il ne faut pas oublier aussi comment les parents, parfois, par le désir de réussite, poussent leurs enfants et ne les écoutent pas. Les usages de drogue et d'alcool, on va dire c'est peut-être dans l'environnement parasportif, mais c'est une réalité. Les violences sexuelles et les discriminations. 2010, synthèse de l'UNICEF. Je trouve que c'est intéressant parce que ça pose l'enjeu. L'enjeu qu'on a vu tout à l'heure avec la Fédération internationale du Safe Training et Safe Environment. Comment on crée justement un environnement qui est protecteur et protégé. Protégé et protecteur. Protégé des agressions et protecteur pour les acteurs et les actrices. Voilà ce que je voulais peut-être dire dans un premier temps. C'est très bien, merci beaucoup. Du coup, par rapport à l'échelon européen, est-ce que ça vous semble un échelon pertinent pour travailler sur un tel sujet ? Alors oui, là aussi pour deux raisons. Première raison, parce que ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Et puis on s'aperçoit qu'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Même si, comme l'a dit Sébastien, on a été en retard. Alors, pas forcément sur la recherche.
parce qu'il n'y a pas grand-chose comme recherche. Les travaux qu'on peut identifier, ils ont été produits notamment par Celia Brackenbridge à la fin des années 90, c'est une Anglaise, puis elle a travaillé pas mal avec Carrie Fasting, une Norvégienne, donc il y a eu, mais donc on a bien affaire à des chercheuses européennes. Il y a eu peu de travaux, peu de groupes de recherche. Néanmoins, c'est important de regarder ensemble comment on peut faire. Parce qu'il y a des spécificités sportives, mais culturellement, on en a discuté justement par rapport aux spécificités nationales. Peut-être qu'aux Pays-Bas, en Hongrie, on n'a pas les mêmes vigilances, on n'a pas les mêmes sensibilités. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est que décentrer par rapport à la question française, ça nous permettra sans doute de réfléchir d'une autre manière. En France, pour l'instant, là je me positionne, mais c'est plutôt une réflexion que j'ai justement sur la manière dont collectivement on s'est saisi de ces questions depuis notamment 2009-2020. Il y a eu une accélération évidente. Mais cette accélération évidente, elle s'est aussi doublée de ce que j'appellerais un effet pervers, un double effet pervers. Le premier effet pervers, c'est de valoriser cette image de l'entraîneur prédateur qui va agresser une jeune femme au détriment de toutes les autres violences. C'est un peu comme l'imaginaire du viol qui est produit dans une rue la nuit, tard, sur une femme qui est habillée sexy. Ça existe, hein. Sauf que c'est une extrême minorité des viols, la plupart des viols étant produits par des gens que l'on connaît, qui sont proches et en qui on a confiance. Résultat aussi de ce qu'on voit dans le sport. Ce sont des gens proches, les athlètes, les entraîneurs, les gens qui sont autour. Donc ça, c'est important de pas construire cette image comme ça, parce que en fait, ça n'aide pas non plus à parler, parce qu'on se dit, moi, en fait, moi, c'est pas du tout ce qui m'est arrivé, donc en fait, ce qui m'est arrivé, peut-être c'est de ma faute, peut-être que non. Les agressions sexuelles, elles renvoient à des logiques, et ça, c'est important de le poser. Et donc, allez voir ce qui se passe en Europe, ça nous permettra aussi de sortir de cette logique. Il faut parler pour pouvoir punir. Oui, bien sûr, il faut pouvoir punir les personnes qui ont commis des délits, qui ont commis des crimes. Mais il faut parler surtout pour pouvoir accueillir, pour pouvoir accompagner. Et la punition, elle peut rentrer dans cet accompagnement. Mais si on se place du point de vue de la victime, c'est pas le premier point. Le premier point, c'est comment on peut rassurer, accompagner, aider. Et ce que disait Sarah tout à l'heure, peut-être à 15 ans, 16 ans, si j'avais vu quelqu'un qui était là, ça aurait pu, avant même de se dire, je vais porter plainte, on va le punir. Non, déjà, c'est comment je peux être entendu. Parce qu'un autre point qui m'interroge et pour lequel il faut qu'on travaille collectivement, c'est que la plupart des victimes parlent. Elles parlent. Plus de 90%. Mais elles parlent à qui? Elles vont parler à quelqu'un en qui elles ont toute confiance. La meilleure amie, la famille, avec parfois une contrainte, une double contrainte. Je t'en parle, mais je veux pas que tu en parles. Je t'en parle, mais tu n'en parles à personne. Mais c'est une façon déjà de se confier. Donc la parole est là. La question qui se pose, c'est pas que la parole soit là, qu'elle s'exprime, c'est comment, en tant qu'institution, on peut justement construire les conditions pour que cette parole soit aussi dissible et recevable par des personnes qui ne sont pas les personnes proches, les personnes intimes. Et là, il y a un travail à faire sur la confiance. Comment on peut construire la confiance collectivement pour que des jeunes, des moins jeunes, puissent venir parler. Et donc là, pour moi, il y a 5 points qu'il faut travailler. Et au niveau de l'Europe, on va y travailler dans ce projet. C'est qu'il y a la question, d'une part, de l'accueil et de l'accompagnement. Il y a la question de l'analyse et de la compréhension aussi. Ce qu'on disait, les violences sont très diverses. Les histoires qu'on connaît de Sarah, d'Isabelle ou de Catherine ne sont pas les mêmes du tout. Il y a des points communs, mais elles ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a toute la question de la prévention. Et la prévention, je trouve c'est important de la penser à tous les niveaux de prévention. Pas seulement la prévention primaire, on va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais y compris travailler en direction des auteurs. On va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, il y a toute la question également, finalement, qui pour moi est une question anthropologique et politique. C'est comment on peut travailler à produire une culture. La culture, elle se transforme, elle évolue, la culture. Comment on peut produire une culture, c'est-à-dire des normes, des valeurs, culture de l'égalité, culture du respect, dans une éthique du consentement. Ben ça se travaille. Ça se travaille. Je n'ai pas encore les réponses, mais je pense que dans le cadre du projet européen, on va avancer un peu là-dessus. Et du coup, on le sait, le sport est toujours défini comme étant porteur de valeurs, d'inclusion, d'éducation, de mixité. Et là, on le voit, on est en train de parler des faces un peu sombres
du sport. Comment le sport peut être un outil à la reconstruction finalement de ces victimes? Est-ce qu'il a sa place justement dans cette reconstruction, ou est-ce que finalement la confiance est brisée et finalement il faut s'orienter vers un autre processus, ou est-ce qu'on peut encore croire en ces valeurs pour aider les victimes? Moi, je crois pas dans les valeurs du sport, a priori. En tout cas, vu le rapport de... Non, mais a priori, c'est-à-dire que ça, c'est je dirais, c'est le discours historique. Oui. Et alors, je vais reprendre une citation que les collègues de STAPS qui sont là connaissent peut-être, mais qui date de 1942. Et 42, on est en plein... le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. C'est-à-dire que elles sont pas contenues en elles-mêmes, les vertus et les valeurs du sport. C'est la façon dont on va travailler, dont on va organiser, dont on va mettre en place des dispositifs qui vont produire des valeurs. Les valeurs, elles sont pas là. Par exemple, quand justement je maltraite un enfant, quand je n'écoute pas une personne qui est en souffrance au nom de la performance. En quoi, quelle valeur je promeus là? Je promeus le fait que j'écoute pas une personne qui manifeste une souffrance. Et je suis pas, enfin moi, pour moi, c'est pas une valeur. Alors peut-être qu'il y a une valeur sociale qui va émerger de ça. Par exemple, en termes de réussite, je vais gagner une médaille. Oui. À quel prix? À quel prix humain? Ça, pour moi, c'est une question centrale de valeur. Et aujourd'hui, quand on voit en patinage, je crois, là, la jeune athlète qui a été, qui a pu faire les Jeux alors qu'elle a été, elle risquait d'être suspendue pour dopage. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Enfin, elle a l'âge qu'avait Sarah quand il lui est arrivé ce qu'elle a raconté. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, c'est pas elle qui décide de ce qu'elle fait. C'est pas elle qui va choisir ce qu'elle va prendre comme produit pour être performante à l'instant T. Et là, ça veut dire que l'environnement même privilégie, en termes de valeur, la réussite, la médaille. Et qu'est-ce qu'on fait de cette jeune femme qui est désespérée de ce que j'ai lu, qui a très mal vécu le fait d'être 4e alors qu'on lui promettait la médaille d'or. Mais elle n'est pas 4e sur sa valeur, elle est 4e sur ce qu'elle a vécu finalement comme maltraitance médiatique et institutionnelle à l'occasion de ces Jeux. Pour moi, c'est très clair, ça. Et là, les valeurs, il faut qu'on les discute, il faut qu'on se pose... Et là, j'ai bien écouté tout à l'heure ce que vous disiez en tant que président de la fédération. Vous affirmez des valeurs, et c'est ça qui me semble premier. Une fois qu'on a affirmé les valeurs, ce qui suit, c'est à quelles conditions on peut mettre en place, du sommet jusqu'au plus petit club, les conditions qui vont permettre que ces valeurs s'expriment par la pratique et pas seulement par le discours. C'est une question en fait finalement d'effectivité des valeurs du sport, parce que finalement dans la charte olympique on a un principe fondamental qui met l'athlète au cœur du dispositif, dans son intérêt et dans le respect de sa dignité. Et donc on se rend compte que finalement dans les faits il y a potentiellement des dérives là-dessus. Donc autant dire que le droit est posé, et maintenant au mouvement sportif de le rendre effectif sur le terrain. Par rapport à l'ensemble de vos témoignages, moi, ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, film Slalom. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que finalement les outils comme ça, les films, les documentaires, les livres aussi, ne sont pas à utiliser pour sensibiliser les plus jeunes, et puis qu'ils puissent s'identifier concrètement à une situation finalement de harcèlement et de violence sexuelle? Ah, vous m'entendez? Pour répondre à la question, bien sûr que ces films sont importants. Pour ma part, j'ai pu parler en 2018 parce que j'avais vu le film à la télé La Consolation sur la vie de Flavie Flament, et que j'ai retrouvé des scènes du prédateur qui faisait la même chose, et que ça m'a tellement choquée que je me suis dit, mais là, Sarah, il faut que tu parles, parce qu'il faut essayer de parler pour ton sport que tu aimes, parce que tu es passionné, pour essayer de sauver la nouvelle génération et les enfants. Et il faut vraiment que tu aies ce courage de parler. Et tous ces films-là, Slalom, je l'ai vu aussi, le film Slalom... Je me suis vue aussi dans une scène dans la voiture, c'est une scène vraiment terrible, et je pense que ce genre de film, oui, mérite d'être vu, et pourquoi pas aussi dans les écoles selon l'âge évidemment des enfants, parce que c'est une sensibilisation, et après on est à même de parler, et on se sent sensibilisé aussi. Et ça, c'est très, très important. Et voilà, moi, en tout cas, le film, en tout cas, de Flavie Flament a fait que ça m'a fait vraiment un déclic ce jour-là, en me disant...
il faut que je parle, il faut que je m'en sorte, j'en ai marre d'être dans l'anti-vie, j'en ai marre d'essayer de vivre et de pas être heureuse, de pas être bien parce que j'ai été violée, que j'arrive pas à le dire, que j'ai pas été entendue. Et j'ai eu enfin le courage, on connaît l'histoire, d'écrire le livre et d'en parler. Et nous, on prépare aussi un beau documentaire positif sur la libération de la parole et sur la libération de l'écoute, je dirais. Parce qu'avant, c'était la libération de la parole, il y a quelques années, avec beaucoup de témoignages de sportifs. Mais maintenant, c'est la libération de l'écoute. Mais super. Oui, bien sûr. Oui, alors sur la fiction, je suis d'accord. Hein. D'ailleurs, je vois le docteur Coste, Olivier Coste, qui travaille à Jeunesse et Sport Occitanie, qui a travaillé avec Slalom, avec des enfants. Peut-être que tu pourras en dire 2 mots tout à l'heure. Et je voulais juste donner une référence, puisqu'on est ici en avant, enfin, juste avant les championnats du monde de patinage. Il y a un ouvrage que je trouve remarquable, qui est sorti juste avant le livre de Sarah Abitbol, qui est un ouvrage de fiction, qui s'appelle Juste au corps, d'Audrey Gaillard. Audrey Gaillard, qui est une écrivaine, elle n'est pas du tout sportive. Hein. Elle raconte, c'est un roman, une pure fiction, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 14 ans qui a sa première relation sexuelle avec son entraîneur. C'est super bien fait, psychologiquement, c'est très fin, et on voit comment justement, à la fois il y a de l'ambiguïté, en étant à la fois mal à l'aise, mais en même temps étant l'élu quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a la reconnaissance de l'entraîneur, il y a des émotions, des sentiments très confus, très ambigus, mais on voit aussi l'évolution entre 14 et 18 ans, comment ça se transforme, et comment finalement ça devient insupportable. On voit le rapport au père, on voit le rapport à la mère, on voit le rapport à la performance, on voit le rapport aux autres athlètes, on voit le rapport à l'alimentation. Les troubles du comportement alimentaire. Donc là, pour moi, alors peut-être pas pour les enfants, mais pour les gens qui se posent des questions sur comment c'est possible, lisez Juste au corps d'Audrey Gaillard. En plus, ça se passe dans le patinage. Et je trouvais que je l'ai interviewée, elle m'a raconté. Donc quand le livre est sorti juste après, elle était super contente, mais en même temps super intriguée, en fait. Parce qu'elle s'est dit, c'est incroyable, j'ai pu raconter une histoire dont un témoignage qui raconte cette histoire finalement, mais sur le rapport à la violence, c'est un peu différent, qui sort au même moment. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant, parce que là, on est en pure fiction, et c'est super intéressant. C'est super intéressant, mais surtout de rapprocher en plus le sport et la culture, parce qu'il y a toujours eu cette envie de rapprochement de ces 2 matières, et finalement, là, on a une opportunité de se servir de la culture pour sensibiliser aux violences, et c'est super. Je vous invite d'ailleurs vraiment à voir ce film Slalom, parce que il est super, et on voit comment un entraîneur qui finalement a l'air tout à fait banal, tombe, dérive complètement et se laisse avoir par sa quête de médailles et de performances via son athlète. Super film. Maintenant, je vous remercie, Sarah, Sébastien, Philippe. On va passer à la mise en perspective au sein des fédérations partenaires, donc du coup de l'opération, avec Fanny Grazel, donc représentante du projet CES au sein de la Fédération hongroise des sports de glace, et Corinne Mostert, référente aussi du projet CES au sein de la Fédération néerlandaise des sports de glace. Alors, nous avons eu du coup la Fédération française des sports de glace et la Fédération internationale qui nous ont présenté leur motivation à travailler sur le projet. Donc, comment s'est faite votre implication du coup sur le projet CES? Fanny, d'abord. Yes, merci pour l'invitation. If you'll excuse me, I will continue in English. So our federation, the Hungarian National Skating Federation, was invited by the ISU to take part in the initiative of the French Federation. And as for why we got involved, well, you may know that Hungary is a small country in terms of population, but we have an outstanding presence in sports. We can be considered a sports nation. And for many years and a long time, sport was the only option for Hungarians to break out, to stand out from their environment, and to gain opportunities that were not available through other ways. And therefore, competing and participating in professional and competitive sports has been inherently significant for our country and the people, and therefore many people sacrifice and surrender everything in order to win, which makes it really important for every person involved in the sporting scene to use the right tools and methods that are available, because you would really not want to get into sticky situations. And as a result of all that, really high expectations
surround the sporting scene in our country. And as I mentioned, many people would do everything to win, and that makes them and puts them into a really vulnerable position. And well, in skating in our country has not in particular faced a scandal around sexual harassment. We could say that we have been lucky with this subject, or at least we are not necessarily aware of it. But many disciplines in our country has faced horrible experiences, and they were involved in problematic situations. And this calls attention to the need for us to create a strategy and a protocol that can be used if we get into such a situation. So we really would like to go ahead of the problem and to prevent the happening of sexual abuse and harassment as many as possible. So this is a great opportunity for us to do that, and we hope we can prevent abuse in the long run. But in the worst case that it happens, then at least we will have the right ways and support to deal with these situations through this project. Merci beaucoup. Corinne, du coup, de la fédération néerlandaise. Yeah, so we have been asked by the ISU and the French Federation to take part in this project. The Royal Dutch Skating Federation is one of the biggest ice skating federations, and we have around 650 clubs in the Netherlands, and we are representing both branches, figure skating and speed skating. Merci beaucoup. Corinne, toujours, pourquoi avoir accepté de vous investir et qu'attendez-vous du projet? Que souhaitez-vous mettre en œuvre à la suite de la sélection de ce projet par la Commission européenne? Yeah, since many years we are working to offer a safe sport environment to all of our athletes, with the purpose that athletes can fully enjoy the ice sport. And this project is a great opportunity to work across the borders against sexual violence in the ice sport, and to improve the awareness and safeguarding for our young athletes. We expect this project will help all of us to improve the awareness and safeguarding of our young athletes and coaches. And beside of that, this project will lead to exchange knowledge and experiences on the subject between ice skating federations on European level and worldwide. After finalizing this project, we should keep on going with safeguarding our young athletes, and hopefully our efforts and network will not end after the project. Merci beaucoup. Fanny, du coup, de la Fédération hongroise? Yeah, joining this IS project offers us a great opportunity to contribute to establishing and keeping healthy and well-functioning environments where all participants of the skating community can feel safe during their challenges of reaching their best potential. So we expect to work out effective ways of addressing abuse and harassment, and we expect also to draw attention to the importance of education and to discussion, to make sure people have the chance to talk about their problems once they have them. And we really do hope, as I mentioned before, to prevent abuse and to support the potential victims if we fail to do so. And as for our federation, we plan to create a working group within our organization and to contact different federations in our country and other organizations or foundations that specialize in safeguarding children. And yeah, that's pretty much our goal, to exchange experiences and to just, in the long run, widen the spectrum of participants from the skating community to involving sports professionals and athletes from different sport disciplines as well. So we would hope not to stop at skating, but to involve as many sports professionals as possible. Merci beaucoup. Corinne, du coup, dernière question. Comment est traité ce sujet dans votre pays et au sein de votre organisation? In our organization, we are working on this subject on different
items. For example, we have 2 confidential advisors / trusted persons in our organizations where people can go with issues. We have the sexual violence is a subject in the education for coaches. And also we work together with National Center of Sports, Safe Sports in the Netherlands. And they give advice to coaches and parents and federations with all kind of issues for safe sports, where sexual violence is part of it. And we work also together with ESR, that is an Institute for Sports and Law. And we have in our organization, we have also a code of conduct for our coaches and staff who are working with young athletes. At this moment, we are not aware of large-scale problems in this subject in Dutch ice sport, but we really want to work preventive on this subject. Not knowing doesn't mean it is not there, and we heard that. So we should not accept this in our sports, and therefore we will fight against sexual violence in the ice sport with this program. Merci beaucoup. Fanny, même question? The timing of the project seems actually convenient for us because, first of all, the number of people engaging in skating is growing, so we can reach more people than we would have had the chance a few years ago, maybe. And secondly, as I mentioned, many other disciplines faced such problems, so more and more people start to talk about their problems in Hungary, and more athletes share their experiences and traumas, and they stand up and speak to the public openly about what happened to them. And this really started the movement of standing up and initiating change. And to picture the current situation of treating this subject in Hungary, I would like to mention that our National Olympic Committee recently signed an agreement with a foundation that specializes in safeguarding children. Our swimming federation is also taking part in several initiatives that focuses on the safety of children in sports. And funnily, as in fact, today we have an international sports conference back in Budapest at home, which also has dedicated sections to safeguarding children and keeping them and protecting their rights. So these, I think, really show that this subject is becoming more openly and actively dealt with in our country. So I think there is this general understanding and this shift towards understanding the need to express this project. Also we have a national conference, a skating conference planned for this May, and this would give us a great platform to introduce this IS project to our own skating community, because all of our clubs are to represent themselves. So this would be a nice first step of starting the project in Hungary within the skating community. And also we just really feel like it is inevitable and essential to address abuse and harassment in sports. And it's just a matter of time that every sporting participant will join in or start such a project. And the Hungarian National Skating Federation is no exception to that. And we really look forward to contributing to such an important initiative. Super, merci beaucoup Fanny Gratzel de la Fédération hongroise des sports de glace et Corinne Mostert, référente du projet SAIES pour la Fédération néerlandaise des sports de glace. On va peut-être passer... Ah oui, bien sûr, applaudissez-les bien fort. Avant de clôturer la table ronde, on va peut-être passer aux questions. Questions du public. Je vous demanderai de vous lever, de vous présenter et puis de poser votre question à l'intervenant de votre choix ou aux intervenants en général. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Sinon, une question en ligne, sinon? Donc je présente une question posée en ligne sur le live stream qui s'adresse plutôt à Philippe Lyotard de l'Université Lyon 1 et qui concerne la méthodologie utilisée dans le programme. Est-ce que les étudiants de l'Université Lyon 1 seront impliqués dans la conduite de l'enquête et plus globalement dans la conduite du projet? Oui. Oui. L'idée, c'est de travailler avec des étudiants. Alors,
notamment des étudiants qui sont en formation en master. Donc, ils sont des étudiants qui travaillent sur les préoccupations d'égalité et de diversité dans le cadre d'un master qui s'appelle EGALAPS, égalité dans et par les activités physiques et sportives. Donc, ce seraient des étudiants ou des étudiantes qui pourraient être en stage justement sur cette question et travailler au sein du projet lui-même. Une autre question? Ah, au fond à gauche. Oui, bonjour. Philippe Jamet, je suis président d'un club de natation à Montpellier, le Montpellier Université Club. C'est plus une réflexion que je me fais plutôt qu'une question que je vous pose. Je constate que sur la photo tout à l'heure des intervenants, je pense qu'il y avait à peu près 80% de femmes. Et je pense que dans la salle, c'est à peu près la même chose. Donc, il va falloir trouver des solutions pour impliquer un peu plus les hommes dans ce combat parce que je pense que là, il y a un sacré boulot. C'est justement mon combat quotidien, c'est d'essayer de... Alors, on parlait de films, moi j'ai fait sortir un livre aussi, et il est adapté au téléfilm pour TF1, avec Eric Cantona qui va jouer mon rôle, et sur cette sortie, normalement à la rentrée, je vais faire une grosse campagne justement pour mobiliser les hommes à se lever aussi, parce que le féminisme c'est l'affaire de tous, des femmes, des hommes, les violences sexuelles c'est l'affaire de tous, les femmes, les hommes, et effectivement c'est le constat que je l'en fais à chaque fois. J'étais avec Sarah d'ailleurs à Bobigny, il y avait peut-être 200 personnes dans la salle, il y avait 10 hommes. Donc voilà, c'est d'où on se sent pas à l'aise avec le sujet parce que tous les hommes ont une arme qui est le sexe. Et tant qu'on aura cette vision de l'homme, il ne s'investira pas justement dans ce combat. Donc c'est pour ça que j'essaie de casser tous ces clichés par mes témoignages, parce que un homme qui plus est rugbyman et qui dit qu'il a été violé, bon, je casse pas mal de clichés. Donc on continue le combat, mais il faut... Merci d'être présent du coup. Dernière question? Bonsoir, je suis Adima Fouila, artiste peintre. Je travaille en série parfois sur des thèmes et notamment sur la violence faite aux femmes tout simplement. Et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'au bout d'un moment on ne peut plus suivre le prédateur sexuel. Parce que je pense qu'au bout de quelques années, on considère que ça fait trop longtemps. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Parce que la victime, elle continue de subir. La violence, on sait bien les conséquences que ça peut entraîner. Même pour soi-même, c'est très destructrice. Et donc, voilà. Moi, je pense que la loi a des limites sur certains points. Parce que c'est tout un environnement, toute une vie qui est détruite, mais les personnes sont toujours en liberté. Et tant que ça reste comme ça, ben c'est... Vous interrogez sur les risques de récidive? Les risques de récidive, mais aussi quand même, la personne se sent libre finalement, parce qu'elle n'est pas poursuivie au bout d'un moment donné, au bout de quelques années. La prescription? Oui, voilà. Alors, je me permets une réponse. Nous sommes une association qui est favorable justement au délai de prescription. Parce que pour beaucoup de victimes, il sert de levier pour déposer plainte. Je donne l'exemple quand je suis dans les collèges du yaourt. Vous achetez un yaourt, il a une date de péremption. Sans cette date de péremption, votre yaourt, vous l'achetez, il peut passer toute sa vie dans votre frigo sans que vous le mangez. Grâce à cette date, vous allez le manger. Mais pour de nombreuses victimes, le délai de prescription sert aussi à aller déposer plainte. Dans l'association, on a plein de cas comme ça qui nous appellent. Quand c'est que mes faits seront prescrits, donc on les incite à aller porter plainte. Mais pour qu'une personne soit poursuivie, il faut que la victime parle. Et effectivement, il y a plein de prédateurs qui sont en liberté parce que les victimes ne les ont pas dénoncés.
Aujourd'hui, que Sarah ou Catherine ou moi-même, j'étais violé, moi c'était dans les années 90, début des années 90, le sujet des violences sexuelles n'était pas sur la table comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la mémoire traumatique peut se réveiller tous les jours parce que c'est un sujet qu'on entend tous les jours à la télé, à la radio, qu'on entend dans tous les médias, qu'on peut lire dans tous les médias. C'est un sujet qui éveille les consciences et qui réveille beaucoup de victimes justement, qui sont victimes majeures aujourd'hui, mais victimes qui étaient victimes quand elles étaient mineures. Donc, pour qu'un agresseur soit dénoncé, il faut que la victime parle. Et c'est ce qu'on insiste. C'est notre message. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est parler. La honte doit changer de camp. On n'est pas coupable, on est victime. Et ça, il faut l'entendre. Il faut parler, il faut dénoncer pour que les personnes soient identifiées, filtrées. Donc, c'est la parole. Merci beaucoup. Et ben, l'heure est venue de clôturer cette table ronde. Donc, merci Fanny, merci Sarah, merci Corinne, merci Sébastien et merci Philippe. Vous pouvez rejoindre vos places. On peut les applaudir bien fort pour la qualité de leur intervention. Alors, l'heure est venue maintenant de passer à la conclusion déjà. Le temps passe vite. On va recevoir, pour conclure ces débats, Madame Catherine Maillon-Debec, donc première athlète de haut niveau française à avoir brisé la loi du silence dans le sport et à avoir mené un combat qu'on peut qualifier d'historique et qui a ouvert la voie de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Madame Catherine Debec, vous êtes présidente de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations du CNOSF. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Madame la Présidente de la Fédération française des sports de glace, chère Nathalie. Vous remercier tous et tous. J'ai beaucoup apprécié le discours de Monsieur le Président et maire de Montpellier, parce que c'est important que des hommes politiques en vue affirment cette réalité des violences en disant qu'elles sont intolérables, qu'elles ne sont pas acceptables et que la société doit changer et que les comportements doivent changer. Avant de continuer, je voudrais remercier le monsieur qui est intervenu juste avant à propos de l'implication des hommes. En fait, la semaine dernière, lors de la 3e convention de lutte contre les violences organisée par l'Assemblée nationale, par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans le cadre de l'Assemblée nationale, je me suis exprimée et j'ai spontanément impliqué les hommes en disant que cette course de relais, mais surtout cette exigence de trouver des solutions, elle passe aussi par l'implication des hommes. Ça n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes et les hommes et les femmes. Mais je vous rappelle que le milieu du sport, c'est un milieu qui est quand même organisé et dirigé en majeure partie par des hommes, et il y a des hommes merveilleux. Moi, ce sont des hommes qui m'ont aidé à me reconstruire, et il y a beaucoup d'hommes merveilleux comme beaucoup de femmes merveilleuses, mais il y a des prédateurs et des prédatrices, comme cela a été dit. Et en fait, je pense que c'est tous ensemble, à nos niveaux de responsabilité et d'action, à tous les niveaux des hiérarchies, mais ça doit commencer par le haut, au plus haut niveau de l'État, et aller ensuite dans tous les niveaux de la hiérarchie, pour que tout le monde comprenne que les violences sexuelles, ça n'est pas acceptable. Ça n'était pas acceptable avant, mais ça ne l'est encore moins aujourd'hui, puisque hier, tout le monde savait, mais personne ne voulait voir. Aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde doit agir, parce que ça n'est plus tolérable. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avant ne peut plus se reproduire aujourd'hui. Et ça, c'est déjà une grande confiance qui grandit et une espérance qu'il va falloir partager ensemble. Mais nous sommes tous responsables. Tous et toutes responsables. Le porter le regard, observer, parler, écouter, ça n'est pas l'autre qui doit s'en occuper en déchargeant la responsabilité sur les uns et sur les autres. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit, parce que c'est ce que vous avez dit et constitue des clés pour trouver les solutions. Et je vous rappelle que nous avons un devoir de résultat, nous avons une exigence de résultat, parce qu'il s'agit de sauver des vies, il s'agit de consoler des vies, il s'agit de protéger des vies. Et ça, c'est sacré. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les hommes et les femmes, nous devons vivre dans une société où nous nous respectons, où la protection de l'être humain, la dignité humaine, en particulier dans le monde du sport avec ce rapport au corps, est indispensable. Et ça n'est pas peut-être, ça n'est pas hier ou demain, c'est ici et maintenant.
Je voudrais vous dire que je suis heureuse d'abord de partager ce moment avec vous. Vous dire aussi que je me félicite de constater que la prise de conscience, elle s'amplifie, mais au-delà, ce sont les actions qui se mettent en place et qui se multiplient. Nous sommes maintenant dans la phase d'action. La prise de conscience, elle va s'amplifier, il faut continuer sur la prévention, naturellement, mais ce sont les actions. Voilà, ça a été dit, je ne vais pas recommencer, mais je me permets de vous le rappeler. Naturellement, alors voilà, la présidente du Comité national olympique et sportif français, Madame Brigitte Henriques, a mis dans ses priorités la lutte contre les violences sexuelles dans le sport et les discriminations. Je vous confirme que l'ère nouvelle se dessine et s'affirme sous son autorité avec les fédérations, les clubs, avec les CROSS, les CDOS, les CTOS, avec les territoires, avec les partenaires publics et privés, tous et toutes ensemble à nos niveaux de responsabilité et d'action. Je le redis parce que c'est important, c'est indispensable de le comprendre. Nous sommes dans une course de relais. Il faut que chacun et chacune nous agissions à notre niveau, avec nos compétences, mais nous devons accepter de transmettre, de partager, de nous informer. Et c'est une lutte en France, mais aussi en Europe. D'ailleurs, je me félicite et je me réjouis que les institutions européennes s'impliquent. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et évidemment, au niveau mondial, à travers la planète, parce que malheureusement, cette réalité des violences existe partout. Et c'est assez terrifiant. Le défi est immense. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que je le sais avec certitude, c'est que nous allons trouver les solutions pour inverser la courbe des violences et pour finir par les éradiquer. Alors évidemment, avec humilité, il faut commencer à avancer pas à pas, mais avancer vite parce qu'il y a urgence et que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ne peuvent pas continuer à vivre dans le silence autour des violences, à subir des violences. Et les violences, elles sont de différents types. Je ne vais pas développer aujourd'hui, ça n'est pas le propos. Je voudrais simplement vous dire que quand je parle d'ère nouvelle, le premier exemple que la présidente du Comité national olympique et sportif français, Madame Brigitte Henriques, a fait symboliquement, a été de me nommer présidente de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport du CNOSF avec Jean-Zoun Grana et également ambassadrice des valeurs de l'olympisme. C'est important parce que je vais revenir quelques instants sur mon histoire. Effectivement, je suis la première athlète de haut niveau française à avoir brisé la loi du silence dans le sport, seule contre tous à l'époque, et avoir mené un combat pendant plus de 20 ans qui a ouvert la voie. Lors d'un stage national, j'ai été victime d'agressions sexuelles aggravées par des membres de l'équipe de France qui ont été encouragés par l'entraîneur national. Ma vie tout entière a volé en éclats. J'ai cru que j'allais mourir. Pourtant, en dépit de tout, j'ai réussi à survivre, à résister, à me reconstruire, à retrouver confiance dans la vie et dans les autres, à accéder à la certitude que le bonheur existe en dépit de tout. Et je m'adresse à vous, dans vos vies respectives. Vous avez tous rencontré et vous rencontrerez peut-être des épreuves. Je veux vous rappeler, parce que c'est important, pour faire grandir la confiance et l'espérance dans l'exigence de vigilance, que ce qui est important, ça n'est pas de tomber, ça n'est pas de tressaillir, ça n'est pas d'être fragilisé. Non. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de se relever, d'être debout, d'avancer avec la volonté d'aller toujours plus haut, plus fort, plus loin, ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler que le Comité international olympique est actif sur ces questions des violences sexuelles depuis 2007. Déjà en 2007, il a fait des recommandations à propos justement du harcèlement et des abus sexuels. En 2015-2016, le Comité international olympique a créé une charte de prévention contre les violences sexuelles. En 2018, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, une cellule d'aide aux victimes a été créée.
Et d'ailleurs, je pense, en vous parlant, aux 175 jeunes gymnastes américaines qui ont été victimes de ce médecin des équipes américaines de gymnastique et qui ont le courage de parler et qui ont subi des crimes et des délits, parce que ce sont des crimes et des délits, il faut dire les termes juridiques parce que c'est grave, c'est une atteinte à la dignité humaine et tout le monde sait, les victimes elles-mêmes savent que malgré la reconstruction, eh bien, toute notre vie, nous allons porter le poids de ces souffrances, même si nous apprenons à vivre avec, même si nous apprenons à les surmonter, même si nous apprenons à sourire. Mais encore une fois, je pense que nous pouvons être riches aussi si nous arrivons à transformer les souffrances en force pour pouvoir être meilleurs, pour pouvoir tendre la main, regarder autour de nous. Et ça, c'est important. Je voudrais aussi vous dire que, justement, nous parlons des violences sexuelles, je l'ai dit tout à l'heure, en France, en Europe et dans le monde. Et il est important, justement, d'apprendre aux enfants, parce que nous en avons parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas développer, mais d'apprendre aux enfants qu'ils sont libres dans leur corps et dans leur tête, et qu'à tous les niveaux d'âge, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jeune adulte, et même après, c'est important, justement, je pense que c'est important d'arriver à faire comprendre que parler, se battre, eh bien, c'est pas une honte, c'est une fierté. C'est une fierté de dire que, justement, nous respectons les valeurs de la vie. Et dans mon rôle d'ambassadrice des valeurs de l'Olympique, je rappelle combien il est important de respecter la charte olympique. La charte olympique, elle est le fondement du sport. Le sport, s'il n'y a pas de sportif, il n'y a pas de sport, mais s'il n'y a pas de valeurs, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas d'amitié, s'il n'y a pas d'excellence, le sport n'a pas de sens. Donc je voudrais vous dire que la France, qui va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, entend être le leader pour affirmer la tolérance zéro contre les violences sexuelles. Mais ensemble, en France, en Europe et dans le monde. Et je voudrais terminer en vous disant à chacune et à chacun que je vous souhaite de merveilleux championnats du monde de patinage, dans le respect des principes éthiques, éducatifs, humanistes et environnementaux, avec la volonté de partager et d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, ensemble. Merci beaucoup, Catherine Debec. On ne pouvait pas mieux conclure cette conférence que sur cette devise. Hop, merci beaucoup. Mais je remercie chaleureusement tous les intervenants de cette conférence pour la qualité de leurs interventions, la qualité de leurs témoignages. Donc, on l'aura compris, le défi est immense. Mais comme l'a dit Catherine, une ère nouvelle s'ouvre et nous allons prendre le problème à bras le corps avec notamment ce projet Say Yes qui marque la première pierre à l'édifice de cette dynamique qui va être impulsée par les fédérations des sports de glace. Je vous remercie tous. Je vous rappelle que la Fédération française des sports de glace vous invite à un cocktail. Vous êtes tous invités et que vous pouvez tous assister aux entraînements des athlètes qui participent au championnat du monde de patinage artistique. Merci à tous.